professionnel et coach en succès. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses et parmi ces choses-là, j'ai une question déjà à vous poser. Si vous avez été proche aidant durant la pandémie qu'on est en train de vivre en ce moment encore, là, je pense que ma première invitée va vous intéresser. J'ai avec moi Madame Jacinthe Savard de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa et aujourd'hui, on parle d'un projet de recherche qui vous tient à cœur et finalement moi aussi, parce que ça a l'air que durant cette pandémie, on a beaucoup parlé des aînés, mais très peu des personnes aidantes. Oui, effectivement, pendant la pandémie, on a parlé un peu des proches aidants qui ne pouvaient plus entrer dans les centres de soins de longue durée pour visiter le proche dont ils s'occupent, mais on n'a pas parlé beaucoup des proches aidants qui s'occupaient d'une personne qui vit à domicile. Oui. Donc, c'est cet aspect-là de la recherche, cet aspect-là de la proche aidance qu'on veut regarder dans notre recherche. Quel a été l'impact de la pandémie sur les gens qui s'occupaient d'une personne âgée qui vivait à domicile? Il y a plusieurs choses qui peuvent les avoir touchés. On pense entre autres qu'il y a des services qui ont été coupés, par exemple les services de soutien à domicile, l'aide pour les bains, l'aide pour faire les repas, pour ceux qui avaient déjà de l'aide, mais aussi si les professionnels de la santé étaient davantage occupés à ce qui se passait dans les CHSLD, à ce qui se passait sur les unités de soins intensifs. Peut-être qu'il y a eu des retards dans les évaluations initiales pour les personnes qui commençaient à avoir des nouveaux besoins. Est-ce qu'ils ont eu des nouveaux services? Est-ce qu'ils ont pu être évalués pour même décider de leur envoyer des nouveaux services? L'autre impact qu'on pourrait penser, c'est lorsqu'il y a eu des restrictions de déplacement entre les régions. Donc, si on s'occupait d'une personne âgée qui ne vivait pas dans la même région que nous, est-ce qu'on a pu continuer à l'aider? Comment ça s'est passé? Est-ce que ça l'a causé du stress supplémentaire? Donc, c'est un ensemble de questions qu'on se pose sur comment la pandémie a pu affecter les proches aidants. C'est tellement bien dit là, parce que quand j'ai lu un peu le descriptif de votre projet de recherche, là, il y a une partie qui est venue me chercher. C'est comme le proche aidant, oui, il est là pour aider la personne aînée, mais finalement, c'est son cœur, c'est un travail, c'est son cœur que cette personne a dépose et puis le fait de ne pas pouvoir même accompagner la personne qu'on accompagne habituellement comme personne aînée à l'hôpital pour pouvoir l'aider, pour pouvoir discuter dans sa langue comme principale qui est peut-être le français. C'est difficile, c'est un coup dur pour les proches aidants, mais on n'y a jamais pensé vraiment. Effectivement, mais toutes les énergies, puis ça se comprend un peu, toutes les énergies étaient déployées vers les soins intensifs et puis les CHSLD où il y avait beaucoup de décès, mais on a carrément oublié cette partie-là, effectivement, des gens, ceux qui apportaient de l'aide aux personnes aînées, et puis les personnes aînées qui avaient besoin de cette aide-là aussi, mais nous, on a décidé de concentrer notre étude sur les proches aidants. Oui, le fait qu'ils ne pouvaient plus les accompagner à des rendez-vous médicaux ou à l'hôpital, pour les personnes en situation minoritaire, ça pouvait apporter un stress supplémentaire à la fois pour l'aidant et à la fois pour la personne âgée. Pour la personne âgée, on le comprend tout de suite. Si elle ne peut pas s'exprimer dans sa langue, c'est un stress. Pour l'aidant, c'est aussi un stress de ne pas savoir si il y a des nouveaux soins qu'elle doit apporter après, s'il y a des changements à faire, si la personne dont elle s'occupe n'a pas tout à fait compris la consultation, que ce soit pour des problèmes de langue ou pour des problèmes de mémoire qu'elle peut pas bien expliquer. Si le proche aidant n'était pas là, ça peut avoir engendré un stress supplémentaire. Donc, c'est un peu ce qu'on veut savoir dans notre recherche. Est-ce que la pandémie puis toutes les restrictions qui sont venues avec la pandémie a causé plus de travail pour le proche aidant? Donc, est-ce qu'il a fallu consacrer plus d'heures? Ou est-ce que ça a causé plus de stress aussi? Parce que parfois, c'est pas plus d'heures, surtout si c'était dû au fait de ne pas pouvoir se déplacer dans la région du proche aidant. Des fois, c'est peut-être pas plus d'heures de travail, mais c'est peut-être plus de stress pour essayer de
compenser, qui va pouvoir aider ma mère qui est dans une autre région si moi je peux pas y aller. Ça peut causer beaucoup de stress ou des stress par rapport à comment la personne est traitée lorsqu'elle va recevoir des soins puis que nous on peut pas l'accompagner alors qu'on avait l'habitude de l'accompagner. C'est un ensemble de questions qu'on veut poser dans notre recherche. C'est tellement vrai parce que durant la pandémie, il ne faudrait pas qu'on se mente là. Chacun regardait dans son assiette. Qu'est-ce que moi je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux aller faire pour que ma famille se sente mieux? En tout cas, la famille qui était proche de moi. Mais quand on pense un peu plus loin, là, ça fait un tout petit peu mal. C'est vrai que vous avez dit que vous êtes en train de faire cette recherche-là. On a donné plein de différents défis qui vous ont peut-être poussé. Mais est-ce qu'il y a un facteur phare, je vais dire, qui vous a dit, OK, là, il faut qu'on fasse une étude là-dessus. Il nous reste 30 secondes. Entre autres, moi, je me suis dit, ma mère est décédée avant le début de la pandémie, mais j'ai pensé, si mon père avait eu à s'occuper de ma mère pendant la pandémie, elle n'aurait pas pu continuer d'aller au programme de jour. Alors, ça veut dire que mon père l'aurait eu 100% du temps avec elle. Il ne pouvait même plus descendre manger. Ils habitent dans un logement avec cafétéria, ils auraient même plus je vais devoir vous arrêter. On va continuer avec l'histoire après la pause parce que c'est une histoire personnelle. Je pense que ça va intéresser du monde. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le château Montserrat, qui est le manoir néo-Tudor de Gatineau, ainsi que le cimetière Notre-Dame de Gatineau, qui est le plus important cimetière catholique de l'Outaouais. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir M. Pierre Dadjo, militant de la première heure de la cause francophone. C'est un rendez-vous, je vous y attends. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des défis qu'ont vécu les proches aidants durant la pandémie qu'on vit encore en ce moment. Et toujours pour en parler, Madame Jacinthe Savard de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. Et moi, ma question avant la pause, c'était de savoir, est-ce qu'il y avait un facteur phare qui vous avait motivé à lancer cette recherche-là? Et on allait, pour expliquer aux gens qui nous regardent, une histoire qui est assez personnelle à vous. Oui, bien, j'expliquais que, en fait, ce que j'expliquais avec l'histoire de ma famille, ma mère est décédée avant la pandémie, mais quand j'ai vu que les services étaient coupés, je me suis dit que mon père, il avait du répit pendant qu'il s'occupait de ma mère. Il me disait que c'était pas difficile de s'occuper de ma mère, qu'il allait le faire longtemps, mais il me disait aussi que la journée où elle allait au programme de jour, c'était une journée importante pour lui parce que c'était une journée qu'il pouvait ne plus penser à toujours s'assurer que ma mère était bien parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui le faisait pour lui. Alors, pendant la pandémie, ça a été coupé, ça. Alors, moi, je me disais, ça doit être tellement dur pour les proches aidants qui n'ont plus accès à ces services de soutien, mais ce serait intéressant d'aller le voir jusqu'à quel point c'était difficile, puis d'aller leur demander. Et aussi, un autre facteur, c'était la question de la langue, parce qu'on a vu pendant la pandémie que le gouvernement fédéral, à certains moments, a laissé tomber son obligation linguistique de tout traduire en français. Donc, par exemple, les indications de danger pour ne pas avaler les produits désinfectants n'étaient plus traduites en français, comme si les francophones n'avaient pas besoin de savoir que c'était un danger. Donc, on s'est demandé s'il y avait d'autres aspects de la langue qui avaient été coupés. Donc, est-ce que les gens qui recevaient des services en français avant
à cause de la pandémie, se sont fait dire, ben maintenant, là, c'est juste en anglais. Il n'y a plus rien qui tient. Prenez les services en anglais si vous voulez en avoir, sinon vous en aurez plus. Donc, c'est une question aussi qu'on pose dans notre étude. Dans notre étude, on veut avoir autant des gens qui étaient membres de la communauté minoritaire que des gens qui étaient membres de la communauté majoritaire, donc des anglophones de l'Ontario et des francophones de l'Ontario, parce qu'on veut pouvoir comparer aussi les expériences des deux groupes. Puis on accepte aussi des francophones du Québec et des anglophones du Québec pour comparer l'expérience des anglophones minoritaires à celle des francophones minoritaires. C'est vrai que la recherche a commencé depuis un bout. Là, on a mentionné un peu quelques défis, mais s'il y a un défi, vous, qui vient vous chercher, surtout en tout cas dans ceux qui sont minoritaires, nous, les francophones, ça serait quoi? Je ne suis pas certaine s'il y a vraiment eu des défis particuliers pour les francophones en situation minoritaire. C'est ce qu'on va voir avec les réponses, mais on se dit que probablement que le fait que la personne ne pouvait plus être accompagnée à des rendez-vous, ça peut être un grand défi quand on sait que plusieurs personnes âgées comptent sur un membre de la famille pour faire de la traduction lorsque les services en français ne sont pas disponibles. On ne sait pas jusqu'à quel point les services ont été moins disponibles en français qu'en anglais parce que, bon, le manque de personnel, ça a dû affecter les deux communautés, mais le fait de ne pas pouvoir être accompagné, ça doit être un grand défi. J'ai parlé avec un expert de la santé, je ne sais plus quand, à cette émission-là, qui disait que instinctivement, quand on ne se sent pas bien et qu'on se rend dans un hôpital ou peu importe, dans une clinique, le réflexe premier, c'est de s'exprimer dans sa langue qu'on connaît. Donc, imaginons une personne aînée qui, je ne sais pas, qui vit quelque chose et qui va à l'hôpital et puis se fait dire, écoutez, on peut juste vous servir en anglais. Ça, c'est un coup dur, là. Parce que la personne n'est même pas capable d'exprimer qu'est-ce qu'elle est en train de vivre dans de bons mots en anglais. Et puis ça, là... Le stress diminue, c'est démontré par la recherche que le stress diminue la capacité de s'exprimer dans sa langue seconde. Donc, pour une personne qui est malade, se rendre à l'hôpital, c'est déjà un événement stressant. Ne pas pouvoir s'exprimer dans sa langue, c'est un stress supplémentaire. Puis le stress diminue notre taux de bilinguisme. Alors, c'est un cercle vicieux, finalement. Donc, si la personne ne veut pas être servie dans sa langue, on dit souvent, nous, quand je suis malade, je ne suis pas bilingue. Donc, pour expliquer ce phénomène-là, le stress influence notre degré de bilinguisme. C'est très le stress, c'est la fatigue. Puis quand on est malade, on est fatigué. Puis la fatigue aussi diminue le bilinguisme. Je suis très d'accord. Je pense que je vais le garder, là, cette partie-là. Puis là, la recherche, là, elle concerne, comme vous l'avez mentionné, toutes les langues minoritaires, peu importe dans quelle province elles se retrouvent. Alors, ça serait quoi le rôle de monsieur, madame, tout le monde qui a été proche aidant et qui veut vous aider dans ce projet de recherche-là? Donc, si les personnes veulent nous aider, c'est un sondage à remplir en ligne à 2 occasions, une fois maintenant puis une fois dans 6 mois pour voir s'il y a eu du changement, si les choses se sont rétablies en supposant que dans 6 mois, la pandémie sera un peu passée. Donc, remplir le sondage maintenant et dans 6 mois, c'est un sondage qui prend environ 30 à 40 minutes à remplir là, selon la vitesse à laquelle les participants lisent puis réfléchissent ou sont capables de donner les réponses immédiatement. Et celles qui veulent, les personnes qui veulent en parler plus peuvent laisser leur nom aussi à la fin du 2e sondage dans 6 mois pour participer à une entrevue avec une des assistantes de recherche là, qui aurait peut-être complété un petit peu les informations que les personnes auraient dites par écrit sur le sondage. Le sondage est en ligne, il est disponible sur notre site Internet. Là, je peux le nommer ou vous allez le mettre à l'écran, je suppose. C'est le site GREFOPS, GREFOPS.ca. Et puis un onglet recrutement au bout du site Internet. Donc, les gens vont trouver toute l'information sur le sondage là, à l'onglet recrutement. L'autre chose, comme peut-être qu'on peut dire pour les gens, c'est qu'on sait que les gens nous aident en remplissant le sondage, donc nous aussi, on voulait les aider. Alors, à l'onglet recrutement de notre site Internet, on a mis une liste de ressources disponibles dans les différentes provinces pour les aidants. Des ressources spécialement conçues pour les aidants. Ça, je vous ai dit tantôt, là, avant qu'on passe à l'émission, j'adore parce que maintenant, on se rend compte que les proches aidants, eux aussi, ils ont des choses à dire, ils ont vécu des émotions assez difficiles, donc de remplir un formulaire qui va les secouer de l'intérieur, là, c'est bon de les accompagner avec des ressources pour les aider et puis pour les appuyer. Puis aussi, il faut mentionner qu'il y aura des cadeaux. On ne va pas dire qu'est-ce que c'est, donc pour ceux qui sont intéressés à participer au sondage, il y aura des cadeaux. Alors moi, j'ai une question pour vous, madame. C'est des tirages. C'est pas tout le monde qui va recevoir un cadeau, mais il y a des tirages pour vous remercier parce qu'on cherche une centaine de participants. Donc, il y aura des tirages de cadeaux.
Alors, on invite les parmi gens les qui sont participants. intéressés, parce que c'est un peu partout, toutes les provinces, en tout cas, il y a quelques provinces qui sont appelées à participer. On vous invite, 100 personnes, c'est rien, là, juste 40 minutes de votre temps pour remplir ce sondage-là. Moi, j'ai une question pour vous. Vous avez mentionné tantôt que la première partie de la recherche va se faire. Ensuite, 6 mois après, on va faire une autre évaluation. Le premier 6 mois, les résultats que vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez en faire? Mais le premier 6 mois, on va pouvoir avoir des statistiques sur le nombre de personnes qui ont rapporté avoir des baisses de services générales, et puis des baisses de services en français ou dans leur langue, là, en anglais si on parle des anglophones en situation minoritaire. Donc, on va avoir des pourcentages comme ça, des pourcentages sur le stress. On a des questionnaires dans le sondage, il y a des questions sur le niveau de stress que les personnes vivent. Donc là, on va pouvoir avoir juste un portrait parce qu'on peut pas mesurer le stress qui était vécu pendant la pandémie. Là, c'est pas valide de faire des sondages rétrospectifs. Donc, on va voir le niveau de stress actuel. Puis dans 6 mois, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la comparaison, par exemple. Est-ce que le niveau de stress a diminué si la pandémie s'est résorbée ou si la situation s'est pas résorbée puis qu'on est dans une nouvelle vague, bien, est-ce que le stress a continué à augmenter? Donc, c'est pour ça le sondage, 6 mois plus tard, nous permet de voir s'il y a un changement dans la situation. Et puis, avec le changement dans la situation. Il faut mentionner aussi aux gens que les informations resteront confidentielles, donc il ne faudrait pas qu'ils aient peur de participer au projet de recherche. Effectivement, même les chercheurs, on ne connaîtra pas seulement l'associé de recherche, la personne qui gère le sondage, qui va peut-être pouvoir avoir vos noms pour le tirage de cartes cadeaux, puis pour les personnes qui veulent participer à une entrevue. Mais même les chercheurs, nous, on ne connaîtra pas les noms. L'associé de recherche va nous donner les données anonymes. Super. Donc, vous faites un très beau travail avec votre groupe de recherche. La félicitation. Et nous, on a hâte d'avoir les résultats, pourquoi pas, afin de les partager avec le public. Bonne journée. Mais merci beaucoup. Bonne journée. Puis ça me fera plaisir de revenir vous présenter les résultats. Avec plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez été proche aidant, comme je l'ai mentionné, durant cette pandémie, là, vous êtes invité à répondre à ce sondage qui va vous prendre 30 à 40 minutes. Pour avoir accès à ce sondage, c'est www.grefops.ca et puis vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec quelqu'un de l'Université Saint-Paul à propos de l'école d'hiver en éthique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Déplacés, réfugiés, elle peine à continuer, délaissés, oubliés par le monde entier. Toutes ces femmes au courage étranger, je vous prie de résister. Atterré, abaissé par un sort méconnaissable, égaré, effacé par la souffrance si palpable, compétent, travaillant devant l'impossible. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur l'école d'hiver en éthique de l'Université Saint-Paul et pour en parler, Julie Paquette, qui est professeure agréée, je veux rien manquer, professeure agréée avec l'école d'éthique de justice sociale et de services publics. Et ça fait la 3e fois qu'on parle de cette école d'hiver en éthique. Donc, on va essayer de rappeler aux gens c'est quoi.
Oui, donc vous avez raison, c'est la 3e édition de l'École d'hiver en éthique. C'est une école qui porte sur les algorithmes et les big data dans le secteur public. C'est une école qui se déroule sur un mois. Donc, c'est l'équivalent d'un séminaire de maîtrise, donc 36 heures de cours sur un mois, donc à peu près 12 heures par semaine. C'est une formule entièrement en ligne pour une 2e année consécutive où on a là, à la fois des capsules vidéo préenregistrées, mais aussi des moments dans la semaine, donc les mercredis soirs et les vendredis matins, où on se rencontre, l'ensemble des participants, participantes, avec une liste là, de conférenciers, conférencières qui vont venir partager leurs connaissances au sujet des algorithmes et du secteur public. Vous avez toujours des choses super innovantes, là, des programmes, des cours super innovants à l'Université Saint-Paul. Et je suis juste curieuse de savoir pourquoi vous avez pensé à faire cette école d'hiver en éthique. Oui, bien en fait, il y avait une véritable demande pour appuyer, accompagner le secteur public à Ottawa en langue française. Donc, on a répondu à cette demande-là en créant un partenariat avec l'Institut sur la gouvernance où vraiment on a affaire là à, je dirais, un produit ou en tout cas un concept qui a été développé qui est assez unique. C'est-à-dire, d'une part, c'est un mois de formation intense en français dans la capitale nationale. D'une autre part, il est possible d'avoir des crédits universitaires avec cette formation-là. Donc, lorsque vous suivez la formation, vous pouvez la prendre avec ou sans crédit universitaire. Okay. Si vous prenez des crédits universitaires, c'est l'équivalent de 3 crédits à la maîtrise. Donc, on a véritablement une formation qui est, je dirais, qui est de niveau supérieur. Et en ce sens-là, on répondait véritablement à une demande, là. Et puis l'école d'éthique, l'école d'hiver en éthique, pardon, on vous invite, pour les gens qui sont intéressés, à étudier comment les algorithmes, les mégadonnées, l'intelligence artificielle sont en train de changer le monde. Ça a commencé depuis longtemps, mais si on voulait partager quelques exemples de ces affaires-là, comme par exemple l'intelligence artificielle qui change le monde, ça serait quoi vos exemples à vous? Bien, un très bon exemple au niveau de la fonction publique, on parle beaucoup de processus d'automatisation de prise de décision. On pourrait prendre un exemple au niveau des ressources humaines où, au lieu d'avoir un ou plusieurs individus qui passent en revue l'ensemble des curriculums vitae, ce qui prend un certain temps, on pourrait mettre en place un processus de décision automatisé et faire en sorte qu'un algorithme fasse une lecture des différents curriculums vitae pour ensuite procéder à un classement. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'automatisation de décision. Ce sont des choses qui sont en train de se faire en ce moment au gouvernement. La question, c'est quels sont les défis éthiques que ça pose, dans quelle mesure encadrer ces processus d'automatisation de prise de décision-là et comment s'assurer aussi qu'on a un respect de la vie privée, qu'on a une véritable protection aussi des enjeux équité, diversité, intégration. Donc, ça soulève vraiment plusieurs questions et à l'intérieur de l'école d'hiver en éthique, on offre la possibilité aux participants et participantes de faire une étude de cas. Et dans ce cas-là, ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre vraiment une problématique qu'ils rencontrent au travail et rencontrer une pléthore de spécialistes pendant 3 semaines pour pouvoir aussi discuter des enjeux soulevés par le cas auquel ils sont confrontés concrètement sur le marché de l'emploi. OK, ça, c'est une question qui vient de monter tout de suite, là, qui n'était pas préparée. J'espère qu'on pourra avoir la réponse. Là, on a pris un exemple du secteur public. Je vois que ce cours-là doit intéresser les personnes qui travaillent dans le secteur public, parapublic ou communautaire. Dans notre communauté, là, on a vraiment beaucoup en tout cas, d'organisations communautaires. Et j'ai envie de savoir s'il y a un exemple qui pourrait entrer dans ce volet-là, ça serait lequel? Bien, c'est une très bonne question. Là, moi, j'ai fait un travail récemment avec des organismes à but non lucratif. Donc, on a eu un panel sur l'automatisation de la prise de décision. En fait, ce qu'on va voir souvent chez les OBNL ou les organismes communautaires, c'est qu'ils ont accès à beaucoup de données. Des données au niveau, par exemple, de qui font affaire avec eux, qui sont leurs bénéficiaires, qui sont aussi les organismes subventionnaires. Oui. Et souvent, ces organismes-là se disent « Qu'est-ce que je peux faire avec mes données? »
comment les administrer, quel savoir est-ce que je peux produire qui va m'être utile, mais comment utiliser ce savoir-là en respectant aussi la spécificité de la population avec laquelle je fais affaire, c'est-à-dire une population qui peut être sujet à certaines vulnérabilités, etc., etc. Donc là, on a encore une fois tout plein de dimensions éthiques qui peuvent être soulevées dans la gestion des données engendrées par les nouvelles technologies qui nous permettent de recueillir de plus en plus de données là, sur les différents bénéficiaires. C'est très intéressant. Et puis, en plus, ce que j'ai pu voir dans le descriptif sur le site Web, c'est que tout le programme là sera accompagné de cas pratiques. Maintenant, moi, ma question, est-ce que moi qui suis, par exemple, du secteur communautaire, si j'entre dans le programme, je vais vraiment seulement me focus sur un cas pratique qui concerne le communautaire? Bien, il y a plusieurs choses. Donc, oui, si vous amenez votre cas à vous sera un cas du communautaire. Ah, OK, je peux apporter mon cas. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on demande aux participantes, c'est qu'ils peuvent justement apporter un cas concret qui vivent là, au sein de leur organisme et ils pourront en discuter avec plusieurs intervenantes. Donc, ça permet vraiment... Donc, nous, on a déjà des cas en banque, là, mais on offre la possibilité aux participants et participantes d'apporter véritablement des problématiques. C'est plus intéressant, oui. Oui, tout à fait. C'est plus intéressant parce que je pense que les personnes qui vont s'inscrire au programme, là, ce sont des personnes qui vivent dans des communautés et savent exactement ce dont ces communautés-là ont besoin, même si c'est dans un secteur public. C'est ça. Puis, si je peux ajouter, il y a aussi des étudiantes du programme de maîtrise en éthique publique qui suivent cette école-là. Donc, si je me fie aux expériences des années passées, ça offre aussi une espèce de terrain de partage où à la fois on a des gens du service communautaire, à la fois des gens du secteur public et des futurs travailleuses des secteurs communautaires et services publics. Ça permet vraiment des super beaux échanges. Là. Écoutez, Madame Paquette, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause et juste après la pause, on va vraiment aller en détail dans la liste des conférenciers. Tenez-vous bien, là, ce sont de grands conférenciers. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Se trouve dans ces rangées stockées d'horreur. Mais torse nu, à côté sur le comptoir où tout le monde peut voir la vente d'accessoires pour substances défendues. De De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur l'école d'hiver en éthique avec Julie Paquette, qui est professeure à l'Université Saint-Paul. Et Julie, en tout début de notre entrevue, on a parlé de c'est quoi l'école d'hiver en éthique. Là, on a compris. On va parler maintenant des conférenciers parce que vous êtes allé chercher loin ces conférenciers-là. Oui, on est allé les chercher loin. On a même un conférencier, par exemple, qui enseigne à la London School of Economics, donc LSE à Londres, et qui est le fondateur
le co-créateur du masterclass qui existe en ligne qui s'appelle Ethics of AI. On en a plus de 13 conférencières dans le cadre de cette école-là, donc sur un mois. Je vous en parle là, brièvement si je veux synthétiser. Donc, on a à la fois des gens qui nous viennent du secteur public, donc de Affaires mondiales, Canada, mais aussi du Conseil du Trésor. Donc, on va parler des outils qui sont déployés au sein de l'appareil gouvernemental. On a aussi 3 personnes qui nous viennent de la Commission en éthique, sciences et technologies du Québec qui pourront apporter aussi leur expertise. Il sera notamment question dans ce panel-là des conséquences environnementales des algorithmes et des big data. Donc, ça sera vraiment intéressant. On a aussi une conseillère en équité, diversité et inclusion chez Ivado, donc qui amènera aussi tout ce portrait-là autour des mégadonnées. On a 2 chercheurs à l'Institut de recherche en information socio-économique, donc à l'IRIS, qui, elles, viendront nous parler des applications de traçage COVID et des mégadonnées. Donc, encore une fois, tout ça là, vient vraiment bonifier l'expérience de l'école d'hiver en éthique. Ce qui est intéressant même, c'est que vous parlez des 2 conférencières. C'est ça que j'ai aimé, là, qui vont parler du traçage de COVID et tout. Je me dis, ça tombe bien parce que on veut pas le dire là, mais on est encore un peu en pandémie. Donc, tout ce qu'on fait comme pour pouvoir s'ajuster dans nos communautés ou même dans le secteur public, il faut prendre ça en compte. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Oui, tout à fait. Puis, ces 2 chercheurs-là, si je peux me permettre, elles vont aussi aborder l'écosystème de l'intelligence artificielle à Montréal, c'est-à-dire quand on fait face à des nouvelles problématiques, comment il y a tout aussi des enjeux économiques puis des entreprises qui vont vraiment démarcher pour être les premières à proposer une solution à un problème qu'on rencontre. Et là, ça pose aussi toutes sortes de questions éthiques qu'elles vont nous permettre d'aborder. Et puis, ce que les gens devront retenir, c'est que ça va se faire en format séminaire, pardon. Julie, tu l'as mentionné tantôt. Et puis, 36 heures, 13 conférenciers. Comment vous allez organiser tout ça? Oui, donc c'est sûr que ce sera 3 semaines très chargées. Donc, imaginez-vous, donc à partir du 10 janvier, sur 3 semaines, vous devez avoir à peu près un 12 heures à consacrer au cours. Sur ce 12 heures-là par semaine, il y a 6 heures de conférences en ligne. Donc, le mercredi soir, on a une activité. Le vendredi matin, une autre activité. Et puis, avec ces 6 heures-là, est accompagné de capsules vidéo que moi, j'enregistre pour vous guider et d'exercices pratiques. Donc, sur 3 semaines, 6 moments présentiels les mercredis soirs et les vendredis matins, le tout accompagné de lectures et de capsules vidéo. Et si vous vous inscrivez avec l'option avec crédit, vous avez un travail de fin de session à faire. Là, vous avez 1 mois pour le rédiger. Et sinon, si vous vous inscrivez avec l'option sans crédit, vous n'avez pas de travaux à faire, mais vous pourrez aussi avoir une attestation de participation qui attestera du fait que vous avez participé à l'école d'hiver. OK. Avec ou sans crédit, donc les gens sont informés. Là, il n'y a pas vous n'aurez pas d'excuses là pour ne pas pouvoir vous inscrire. Pardon. Il y a une attestation qui sera accordée aux personnes qui vont participer au programme. Tout à fait, oui. Une question que je l'aime et je l'aime pas beaucoup, tout simplement parce que ça limite le nombre de participants à 25. Oui, oui. Donc, on a un maximum de 25 participants. Dites-vous que c'est aussi que si vous participez à l'école d'hiver, vous allez vraiment avoir un traitement préférentiel. C'est ça! Que vous êtes dans un petit groupe, il y a presque autant de conférenciers qu'il y a de participants. Donc, ça crée aussi des opportunités d'échange. Vous avez de la place pour poser des questions, pour participer activement. Donc, en ce sens-là, en limitant à 25, on s'assure que chaque personne peut avoir une expérience bonifiée. En ce moment, là, on est en train de parler du lancement. Je suis pas mal sûre que ça va se remplir assez rapidement. Donc, pour les gens qui nous regardent, là, ustpol.ca, c'est le site web à visiter. Si on repart un peu de vos 2 cohortes précédentes, qu'est-ce qui en est sorti? Est-ce que vous avez de bons résultats par rapport à vos interactions avec vos participants jusqu'à date? Oui, bien, comme je vous disais, je pense que ce qui est le plus intéressant de tout ça, c'est comment chacune des personnes amène une perspective sur ce qu'ils rencontrent sur le marché du travail. Donc, moi, au fil des années, je réalise aussi que les défis changent, qu'il y a des nouvelles possibilités aussi qui nous sont offertes par les nouvelles technologies et véritablement, chacun bénéficie là, de
ces rencontres-là. Et il y a des amitiés qui se sont créées. Il y a des liens qui perdurent. Il y a des gens qui sont avec nous depuis le début. Donc, vraiment, lorsqu'on participe à l'école d'hiver, on participe aussi à un réseau qui s'entretient là, au fil des ans. Est-ce que quelqu'un qui s'est inscrit à la cohorte précédente peut participer encore une fois cette année? En fait, il peut participer s'il s'inscrit sans crédit universitaire. Sans crédit, avec crédit universitaire, là, c'est plus compliqué. Mais sans crédit universitaire, c'est tout à fait possible de participer à chaque année. Les conférencières changent beaucoup. L'innovation se fait tellement rapidement que même moi, je dois adapter mon contenu à chaque année. Oui, ça, c'est tellement vrai, là. Dernière question pour toi, avant de te laisser aller, c'est qui peut s'inscrire? On va essayer de faire un rappel là-dessus. Rapidement, qui peut s'inscrire. Vous devez avoir un baccalauréat, peu importe le domaine dans lequel vous l'avez fait, parce que c'est un cours de cycle supérieur. Donc, si vous êtes inscrit si vous avez un baccalauréat en poche, même si vous avez suivi ce baccalauréat il y a une vingtaine d'années, c'est tout à fait possible. On s'adresse aux gens dans le secteur public, parapublic, communautaire ou les étudiants à la maîtrise, que ce soit à l'Université Saint-Paul ou à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup, Julie, et puis bonne chance pour votre cohorte qui va commencer le 10 janvier 2022. Bye-bye. Merci à vous. Bye, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à ce merveilleux programme-là qui, je suis sûre, pourra vous intéresser, il faut que vous ayez un baccalauréat, comme Julie vient de le mentionner, dans n'importe quel domaine et visiter le www.ustpol.ca et avoir accès à l'école d'hiver en éthique. Je pense que les inscriptions ont commencé dès maintenant et puis la cohorte va s'ouvrir le 10 janvier 2022. Vous avez pratiquement un mois pour encore vous inscrire. On va prendre une pause et juste après la pause, on parlera avec notre expert techno, Denis Lima, qui vient avec des idées cadeaux qui vont vous couper le souffle, je vous le dis là. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De rire et de fou, d'élire et de goût, de dire et de mots, dans tous mes états, de foi et de tout, d'élan et de toi, de moi et de nous. On se dévoilera. Chenez-nous à nous, ouvre grand les bras. Tout savoir de toi me saoule déjà. Tous mes débats de terre et de cris. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant technologie avec notre expert techno, Denis Lima, et il nous fait des suggestions pour les fêtes de fin d'année. Ah, Denis, aujourd'hui, tu veux nous faire gaspiller notre argent. On va commencer avec... le premier truc que tu veux nous présenter, c'est un réchauffe-serviette Zardo. Oui, donc imagine-toi, là, aujourd'hui, c'est pas très chaud, c'est plus vieux, et puis là, tu rentres à la maison, t'es mouillé, tu vas prendre un bain ou une douche, et là, tu t'enveloppes dans une bonne serviette chaude ou une robe de chambre tout réchauffée. En fait, c'est ce que nous offre le réchauffe-serviette Zardo. Ça ressemble un petit peu là à une espèce de corbeille à papier ou de poubelle, mais avec un très beau design. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre des serviettes, les enrouler et les mettre dedans. Et puis,
on peut le programmer pour un certain temps, dépendant de combien de temps on prévoit prendre notre bain ou nos douches, et ça va réchauffer les serviettes qui sont à l'intérieur pour que, justement, on puisse se réconforter en sortant du bain. Et ce que je trouve vraiment le fun de cet article-là, c'est que, au début, ça dit serviettes. Oui, on peut s'en servir pour les serviettes, mais on peut aussi s'en servir pour réchauffer notre pyjama avant d'aller nous coucher une nuit qui est froide peut-être, ou réchauffer une robe de chambre, ou juste des fois peut-être réchauffer des bas parce qu'on a froid en écoutant la télévision, peu importe. Mais j'ai trouvé que c'était un bel article qu'on peut offrir en cadeau, qu'on peut s'offrir à soi-même, surtout dans les temps d'hiver qui s'en viennent. Là. Je me suis rappelé en même temps, quand j'ai vu l'article que tu proposais aujourd'hui, je me suis dit, ça arrive souvent quand on va dans certains restaurants, qu'on nous donne des serviettes chaudes pour se réchauffer un peu. Ça fait tellement de bien. Et puis imaginez un peu une serviette que vous pouvez... Oh là là. En tout cas, ça, c'est un très beau cadeau. C'est un très beau cadeau, en tout cas. Où est-ce qu'on le retrouve? En fait, on peut le trouver directement sur le site de Zardo et on peut le retrouver aussi sur Amazon aussi. Directement sur Amazon, on peut le retrouver. OK, donc pensez-y, parce que c'est pas fini pour la liste de cadeaux que Denis nous propose aujourd'hui. Là, j'ai vraiment envie de pleurer rien qu'en y pensant. Le deuxième article dont on va parler, en fait, c'est pour ceux qui aiment recevoir à la maison comme moi. Oui, absolument. Donc, ça peut être une autre façon de se réchauffer. Donc, ça va être avec des cocktails. En fait, c'est ce que nous propose la compagnie Bartesian. La misère à le prononcer un petit peu Bartesian. Donc, Bartesian, eux, ce qu'ils nous proposent, c'est une machine un petit peu comme les machines à café, comme les Keurig et les Nespresso, où est-ce que vous allez avoir des capsules avec les mélanges de vos drinks préférés, vos cocktails préférés. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir les réservoirs de vos alcools préférés, donc des alcools de base comme du rhum ou de la vodka ou de la tequila. Et là, vous mettez votre capsule dans la machine et la machine va mélanger les alcools avec, exemple, la menthe ou le citron, peu importe qui va dans le cocktail, et va faire votre cocktail pour vous. Donc, plus besoin de se rappeler des recettes, plus besoin de savoir c'est quoi qu'on doit mélanger. Et le monde peut se servir eux-mêmes. Donc, on n'a pas besoin de jouer au barman. Vous avez votre propre barman numérique là, et qui va faire vos cocktails pour vous et pour vos invités. Je suis juste curieuse de savoir, je ne sais pas si tu le sais, il y a combien de parfums pour les capsules? Donc, moi, dans ce que j'ai vu, il y a 4 saveurs. Donc, il y a Margaritas, il y a Whisky Sour, Sweet and Sour, puis il y a 2 autres drinks là, que je me rappelle pas, mais il y en avait 4 saveurs. Donc, on peut soit acheter des paquets en variété, ou on peut aussi acheter juste, si exemple, vous voulez juste faire des margaritas, mais on peut juste commander la saveur margaritas, si on veut. Alors ça, c'est une idée cadeau parce qu'on a toujours quelqu'un de notre famille ou de notre entourage là qui est spécialiste des cocktails. Je pense que c'est le meilleur cadeau à offrir à cette personne-là. Et puis là... Oui, puis aussi pour ceux qui ne sont pas spécialistes, parce qu'ils vont pouvoir le faire eux-mêmes. Facilement. Il y aura quelqu'un qui va le faire pour eux. Définitivement. Et puis ça évite de se remuer les mains tout le temps là pour faire de bons cocktails. Exactement. Alors, donc, je suppose que c'est sur le site de Bartesian qu'on peut avoir cet article-là? Oui, celui-là, on va le trouver. Celui-là, je l'ai pas... Sur le site, oui, aussi, oui, absolument. Sur le site, OK, parfait. On va aller encore dans les boissons et cette fois-ci, on va parler du physique pour ceux qui aiment la bière. Tu as pensé à tout aujourd'hui. Exactement. Exactement. Donc, je me suis dit, il y en a qui c'est plus les cocktails, mais il y en a d'autres qui aiment bien leur bière. Savourer leur bière, surtout, bon... On est toujours en espérant en fin de pandémie, mais ça fait peut-être longtemps qu'il n'y a pas été prendre une bonne bière dans un bar. Mais jusqu'à temps que vous décidiez de sortir dans un bar, mais vous allez pouvoir le faire à la maison. Le physique, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Je vais pouvoir utiliser toutes sortes de bières, canettes, bouteilles, différents formats. Et je vais pouvoir... donc, c'est un petit peu comme un serveur de bière en fût. Et puis, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Bien, je vais pouvoir me servir ma bière moi-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que la machine, l'appareil, va lui utiliser
la carbonisation naturelle là, de la bière et va l'utiliser pour lui donner un petit peu plus de goût, lui donner un petit peu plus de corps, mais surtout pour faire la belle mousse. Donc, la belle mousse qu'on est habitué de voir là, lorsqu'on va dans un bar. Donc, on va pouvoir contrôler nous-mêmes combien de mousse on veut mettre pour avoir en fait l'expérience un petit peu d'une bière qu'on prendrait en fût là, dans un bar ou dans un restaurant. La technologie est rendue à un autre niveau parce que je me dis, ben, la bière, j'ai ma canette, je fais juste la renverser dans un verre, mais ça fait classe, cette machine-là, ça change un peu. Ça change un peu, puis moi, je suis pas un spécialiste de bière ni de vin, mais tous les spécialistes qui savent déguster, savourer les bières et les vins vont vous dire souvent que quand on fait respirer, puis quand il y a de l'air, puis quand il y a des bulles d'air, ça change la saveur, ça change le corps de la bière. Donc, ça peut être intéressant pour les amateurs de bière, là, ça peut être intéressant. Écoute, Denis, je vais te garder avec moi après la pause. On va parler de d'autres actiles que tu nous proposes aujourd'hui comme suggestion cadeau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Chandail sale, j'allume la radio à n'importe quel canal. Je suis pas paresseux, je cuisine bien flat. J'ai encore brûlé mes automates. Yeah. Puis on me dit, t'es sûr que ça va? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'dis, j'top shape mon gars. Oh, oh, oh. J'dis, j'top shape mon gars. Yeah. De ce temps-là, c'est comme si les coquilles me voient venir à 1000 à la ronde. J'suis pas capable de leur mentir. J'parlais de me caser, à me tourner les pouces. Ça tourne mieux à deux. Et où moi ma douce? De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours technologie, nouvelle technologie avec notre expert Denis Lima. Et Denis, tu nous faisais 3 belles suggestions en début de notre chronique pour des idées cadeaux. Et là, on va continuer avec tes suggestions. Là, on parle de ceux qui ont des autos. Tu as une surprise pour eux. Oui, effectivement, tu sais que, de plus en plus, on a des voitures intelligentes, on a des haut-parleurs intelligents à la maison, donc on a toutes sortes de choses intelligentes, mais on dirait qu'on a oublié un petit peu nos voitures, à moins qu'on ait une voiture vraiment, vraiment moderne, là, comme une Tesla ou quelque chose comme ça. Donc, on a en fait un appareil qui existe déjà depuis bientôt 1 an, qui est le Echo Auto. Donc, exactement comme fonctionne les petits haut-parleurs intelligents, là, donc comme les Alexa, les Google Home et tout ça. Donc, c'est un dispositif comme ça qu'on va installer dans la voiture. Et ce qui est intéressant avec ce dispositif-là, c'est que il va se connecter à mon téléphone intelligent. Okay. Et en se connectant à mon téléphone intelligent, il va me donner accès à tout ce que j'ai sur mon téléphone. Donc, en conduisant, je pourrais dire, exemple, Alexa, donne-moi les directions pour aller... je sais pas moi, au dépanneur. Okay. Pas au dépanneur, mais pour aller en quelque part de spécifique, je peux évidemment programmer les adresses à l'avance. Et sans que j'aie à toucher mon téléphone, Alexa va faire la commande pour ça. Donc, va me donner les directions où j'ai besoin d'aller. Je vais pouvoir aussi demander de faire des appels. Donc, si je veux appeler quelqu'un, je vais pouvoir demander de appeler cette personne-là. Et toutes les fonctions que je suis habitué de faire pour ceux qui ont
à la maison, comme des lumières, des portes automatisées, tous les systèmes automatisés qu'on peut utiliser avec des commandes d'Alexa, je vais pouvoir les contrôler de ma voiture. Donc, ça me permet, c'est un dispositif aussi qui est sécuritaire, donc ça me permet de garder les deux mains sur le volant et puis de ne pas avoir à pitonner sur mon téléphone. C'est ça. Et je vais pouvoir faire tout ça à partir de mon Echo Auto. Et ce qui est bien, c'est que ça marche avec toutes les plateformes. Donc, que j'ai un iPhone ou que j'ai un Android, peu importe, je vais pouvoir utiliser cette fonction-là dans mon véhicule. Ça, c'est très intéressant puisque, comme tu viens de le mentionner, c'est à ça que j'ai pensé quand je l'ai vu. Là, c'est assez sécuritaire parce que texter au volant, c'est pas bon. Parler au téléphone au volant, c'est pas bon du tout. Donc ça, là, c'est vraiment un beau cadeau à offrir à ceux qui sont souvent sur la route. Ensuite de ça, on va parler de lumière d'ambiance pour votre... Ah, ça, c'est une autre chose que quand j'ai vu, j'étais comme, oh, j'ai envie d'avoir ça. Oui, donc ça, c'est le Govee. Donc, Govee font plusieurs produits de lumière d'ambiance. Celui que je vous propose aujourd'hui, en fait, vient avec une espèce de petite caméra. Ça ressemble un petit peu à une caméra, une webcam qu'on est habitué de voir sur les ordinateurs. Ouais. Mais elle va se mettre sur la télévision et va capter l'image de la télévision, comme on voit à l'écran maintenant, et va faire de la lumière. Donc, on va pouvoir coller une petite lumière DEL autour de la télé en arrière. Il va faire la lumière d'ambiance qui va aller avec ce que je regarde. Donc, si je vois un beau ciel bleu, les lumières vont s'agencer avec la lumière qui est en train d'être affichée sur l'écran et va changer au fur et à mesure que l'image change. Donc, ça me donne vraiment une belle ambiance. Puis en même temps, ça me permet de m'immerser vraiment dans le film ou dans l'émission que j'écoute parce que les lumières vont vraiment suivre. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est pas seulement pour écouter un film ou écouter une émission, pour les personnes qui font du gaming, là, qui vont jouer à des jeux vidéo, mais ça va fonctionner aussi parce que ça va, encore une fois, prendre l'image qui est affichée et va calibrer les lumières, va allumer des lumières qui vont suivre avec l'image qu'on voit à l'écran. Donc, encore une fois, pour vraiment une expérience là, de cinéma. Encore une fois, pour ceux, toutes les solutions que je donne aujourd'hui, c'est pour le monde qui ne veulent pas sortir de la maison. Ils veulent rester à la maison avec leur bière, avec leur couverture chauffée. Ils vont écouter leur film en immersion avec les couleurs, avec les images. Oui, donc, il fait frais dehors, là. C'est la meilleure des affaires à faire. Restons à la maison. Mais ça, là, c'est comme avoir un cinéma à la maison, mais haute définition, là. Ça, c'est pas n'importe quoi. Exactement, c'est ça. Ça nous amène à un autre niveau, là. C'est ça. C'est où est-ce qu'on peut trouver le Govee Lumière, là? Le Govee Lumière, je vais le trouver sur Amazon. Sur aussi. Amazon. Puis on peut aussi le trouver, étant donné que c'est le vendredi fou, ou ce qu'on appelle le Black Friday cette semaine. La plupart des articles que je vous ai proposés sont en spécial, donc il y a des rabais qui peuvent être assez intéressants. On aurait dû commencer par ça avant que je commence à pleurer. Ouais. Mais tu peux en profiter, ça va te coûter un petit peu moins cher ce week-end si tu les achètes ce week-end. Alors moi j'ai une question pour toi puisque tu en parles du vendredi fou là. Est-ce que tu penses qu'il y a certains investissements qui sont nécessaires en matière de technologie durant le vendredi fou? Ben écoute, le vendredi fou, moi j'ai toujours un petit peu de misère avec ça parce que oui, des fois il y a des spéciaux, mais honnêtement, cette année, j'ai rien vu d'extraordinaire. J'ai demandé à mon réseau de contacts, j'ai mes espions de Vendredi Fou là, qui magasinent pour eux aussi des rabais. Et puis, j'ai pas rien vu d'extraordinaire. Puis de plus en plus, on dirait que c'est plus un marketing plus que d'autres choses, parce que des fois, on peut trouver des spéciaux par hasard là, qui vont arriver, qui vont être plus avantageux que les vendredis fous. Moi, je vous invite, si vous avez besoin de quelque chose, regardez s'il y a un spécial en le vendredi fou, puis achetez-le. Mais allez pas magasiner parce que c'est le vendredi fou dans l'espoir de trouver quelque chose. Là, ouais. Ça, c'est un très bon conseil. Faudrait pas... J'ai fait cette erreur-là, mais je me suis vite reprise. Plus jamais encore. En tout cas... c'est comme le Boxing Day. Exactement. Et puis, je ne suis pas sûre qu'on va se parler avant qu'on arrête la saison 2021 et qu'on prenne une pause. Qu'est-ce que tu prévois faire pour le temps des fêtes? Moi, je prends le temps des fêtes, je vais me reposer. J'ai hâte. Comme je dis tout le temps, j'adore la technologie, mais
quand arrivent mes vacances, puis quand arrive le temps des fêtes, je déconnecte. Donc, c'est pas... Les seules personnes qui vont pouvoir me rejoindre, ça va être par téléphone puis par messagerie texte. Tout le reste, là, je ferme ça et je déconnecte. Je passe du temps avec ma famille. Je vais peut-être jouer avec mes gadgets électroniques à moi, là, peut-être, mais je me déconnecte de tout ce qui est réseaux sociaux, Twitter, Internet et tout ça. Wow! Pendant longtemps, tu arrives à tenir sur tous ces réseaux sociaux? Ah oui. Écoute... Oui, j'ai plein de gadgets, plein de bébelles, de trucs que je veux essayer, j'ai le temps de faire ça pendant les fêtes, donc j'ai plein de trucs à essayer. Je vais peut-être aller sur l'Internet pour faire une petite recherche, voir comment est-ce que je peux faire quelque chose, là, mais sinon j'essaie de rester le plus déconnecté possible. Est-ce que tu as des scoops pour nous pour 2022, pour notre prochaine chronique? Des choses qui se préparent dans le monde de la technologie? 2022... En fait, moi, j'ai pas vraiment de scoop, mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va arriver. Donc, on espère un retour à la normale. Et puis là, beaucoup de plus en plus, on va vers le virtuel. Et moi, je serais curieux de voir, puis je pense que c'est ça que je vais observer beaucoup l'année prochaine, qu'est-ce qui va rester de notre monde présent, là, où est-ce qu'il y a beaucoup de virtuel, beaucoup de travail à distance? Qu'est-ce qui va rester? Puis qu'est-ce qui va partir? C'est quoi les choses qu'on va s'ennuyer, puis on va dire, finalement, c'était peut-être mieux quand on le faisait face à face. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va partir. Écoute, Denis, merci beaucoup. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, puis on se voit en 2022. Merci beaucoup, pareillement. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à tout ce dont je viens de discuter avec Denis, et puis moi, j'ai des suggestions pour vous. Peut-être les serviettes Zardo, ça peut être intéressant pour vous comme cadeau. Le goût, ville, lumière, d'ambiance, là, pour le cinéma, je pense que ça pourrait vous intéresser aussi. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez le retrouver sur Amazon, comme on l'a mentionné avec Denis. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Il y a de la neige sur le bord, de la neige, de la glace, alors on va y mettre un petit soupçon de neige, comme ça. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30, sur TV Rogers. Nous venons de traverser des moments difficiles, une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés, et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais vous rappeler que le 3 décembre, le vendredi 3 décembre, il y aura le déjeuner des flocons. Et pour pouvoir suivre le déjeuner des flocons, vous êtes invité à regarder l'émission qu'on va vous proposer cette journée-là de 8h à 9h. Et nous, on sera en live entre nous à 11h pour vous donner le point de qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Comme vous voyez à l'écran, le montant, il est là, c'est 20 $ pour les billets boîte à déjeuner. Si vous êtes intéressé, www.cscvanier.com. Et pendant que je parle du déjeuner des flocons, le lundi à l'émission, on aura la chance d'avoir un représentant du Centre social Vanier qui va nous donner plus de détails sur comment ça va se passer pour cette année-là, où est-ce qu'on est encore un peu en pandémie. J'aimerais aussi vous rappeler de participer si vous avez été proche aidant durant la pandémie qu'on vit en ce moment, à visiter le www.grefops.ca pour participer au sondage que fait
la faculté de sciences de la santé de l'Université d'Ottawa et puis pouvoir les aider dans leurs recherches. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour lundi à partir de 11h et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Al-Anon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Vous regardez TV Rock.